Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le grand plaisir d'accueillir ce matin le professeur Raouf Bousekine. Raouf Bousekine, bonjour. Merci Bonjour. d'être avec nous. Très très heureux de t'accueillir sur Radio M. Depuis le temps, on a Norm Dahi, ton partenaire et complice des papiers académiques, des papers, nous avait promis depuis longtemps de t'avoir sur le plateau, de te ramener sur le plateau. Malheureusement, on n'a pas pu le faire ici, in situ, en Algérie. On le fait à distance, en visioconférence. On espère que tout va bien se passer techniquement pendant cette émission. Norm Dahi est connu, il a beaucoup intervenu ici, donc on a cessé de le présenter à nos auditeurs. Raouf Bousekine, alors j'ai noté en deux mots, j'ai été sur Google Scholar et j'ai vu le nombre de publications, le nombre de citations de tes publications. Il y en a 3885, c'est une performance. En fait, on peut dire qu'avec avec tes publications, tu es une des références, c'est pas pour gêner ta modestie, dans le domaine d'investigation de l'économie, de l'interdisciplinarité. C'est d'ailleurs ce qui t'a amené à diriger l'IMERA à Marseille. Dis-nous un petit peu où tu en es dans ta carrière académique, Raouf. Oui, alors en ce moment, d'abord, je vais quand même te remercier pour l'invitation. Tu sais que l'estime que je... Donc c'était normal que je vienne, mais je voulais prendre un peu de recul par rapport à ce qui s'était passé, notamment autour du financement non conventionnel. On en parlera peut-être plus tard. Et donc là, finalement, ce que j'ai fait, c'est simplement mener mon chemin, comme d'habitude, donc c'est-à-dire basé sur l'indépendance scientifique totale. Donc j'ai démissionné de la direction de l'IMERA que j'ai dirigée pendant 5 ans, hein, que j'ai refondée entièrement, suite à une tentative de reprise en main de la nouvelle gouvernance de l'Université d'Aix-Marseille, chose que je ne supporterai jamais. Et donc là, je suis en congé de l'université pour mener à bien d'autres missions, notamment le montage d'un nouvel institut qui s'appellera Center for Unframed Thinking, qui est financé par le secteur privé, par le Rand School of Business, et dans lequel je compte créer un nouvel espace, une nouvelle forme d'institut d'études avancées. Comme tu le sais, je suis embarqué dans des tas de choses, donc je ne m'arrête pas à ça. Je continue mes fonctions à l'intérieur des réseaux mondiaux d'instituts d'études avancées. Je co-dirige l'Académie intercontinentale en intelligence et intelligence artificielle de 2020 à 2022 et peut-être au-delà, où on a vraiment très bonne compagnie, de nombreux prix Nobel dans les domaines que j'ai mentionnés. Donc je co-dirige ça. La première étape a eu lieu à Paris le mois dernier. Et c'était absolument formidable de pouvoir faire ce genre de rencontres au plus haut niveau mondial et de nature interdisciplinaire. L'expérience de 5 ans... L'expérience de 5 ans à la tête de l'IMERA, juste en un mot, l'IMERA, c'est un lieu d'interdisciplinarité, ce qui incarne beaucoup le professeur Raouf Bousekine, puisque tu es un peu une passerelle entre des disciplines, même si voilà, moi je t'ai croisé à la Société d'économétrie ici à Alger sur une présentation extrêmement pointue. Mais c'est l'interdisciplinarité qui a un peu été le fil conducteur. Mais exactement. J'ai commencé par en démontrant la convergence d'algorithmes. Il faut bien commencer par quelque chose. Et donc, j'ai fini par le type de papier que tu as pu écouter la dernière fois, en 2017. Hein, c'était en 2017. Où il y a un mélange de théorie de la political economy et de sciences politiques. Mais je fais en épidémiologie, comme j'ai dû te le dire, je suis l'un des 15 dirigeants du World Pandemic Research Network et nous organisons, donc nous essayons de connaître un peu la recherche mondiale sur
sur l'épidémie actuelle et sur celles qui vont venir. Donc ça aussi, c'est un point très important, notamment pays sous-développés qui n'ont pas encore vu le plus gros arriver. Oui. Je On m'arrête va en là, parler. sinon... Oui. On va en parler. Ben, excellent. Le gouvernement algérien a eu affaire a eu recours en 2016 à une task force dans laquelle tu étais présent, professeur Bouskine. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais, avec le recul, cette task force a laissé, donc économique, a laissé des documents, elle a laissé un plan triennal de retour à l'équilibre budgétaire en 3 ans, elle a laissé une note pour la mise en place d'un nouveau modèle économique. Est-ce qu'on a raté un tournant? Est-ce qu'il était possible de déployer ce qui a été proposé par la task force en 2016? Alors, je vais répondre tout d'abord, un point de vue tout à fait personnel. J'ai été tout à fait ravi de pouvoir participer à cette task force où j'ai fait de très bonnes rencontres, y compris celle du Premier ministre Sellel, qui nous a hyper bien encadrés avec une équipe de très bons fonctionnaires. Alors, sur le fond, il était un peu les circonstances. Il était très difficile d'arriver à un produit fini et parfait en quelques mois. Je vous rappelle qu'on a démarré vraiment le travail en début janvier 2016 et qu'on a rendu notre copie finalement fin juin 2016. Alors, ceci dit, nous avons mis à plat vraiment tous les problèmes et évalué un certain nombre de solutions. Donc, tu as mentionné le cadrage pluriannuel budgétaire. Nous avons aussi essayé de planter un lot de moyen terme, 2015-2030, où on a, pas seulement en filigrane, assez explicitement développé les scénarios les plus prometteurs. Donc, est-ce que ça a laissé des traces? Oui et non. Alors, par exemple, la culture de la programmation budgétaire pluriannuelle a été vite abandonnée, comme tu le sais, Hassan, ce qui est dommageable de mon point de vue. D'autres idées ont fait leur chemin. J'ai entendu que la Banque postale est un projet qui est en voie d'adoption et des choses comme ça. De toutes les manières, je pense que le travail que nous avons laissé, pour imparfait qu'il soit, est une très bonne départ. Et le reste, puisque, comme tu le sais aussi, comme les auditeurs le savent, sur le plan des réformes, disons, non superficielles, pour ne pas dire autre chose, il n'y a pas grand-chose qui a été fait depuis 2017. Donc, c'est un document qui peut servir toujours. Alors, peut-être que la première incidence de ce document, ça a été la loi de finances, ou le projet de loi de finances 2017, qui était très très conservateur, qui a coupé, notamment dans le budget d'équipement, et qui a peut-être coûté sa place au gouvernement, au Premier ministre Abdelmalek Sedlani. Ah oui, bon, je ne veux pas trop spéculer. Simplement, ce que je peux dire, c'est que nous avons cru qu'il était temps de faire une vraie politique où les dépenses budgétaires étaient rationnellement fixées. Et donc, nous avons cherché très sérieusement les critères de rationalité que nous pouvions introduire. Si tu me donnes une minute, je t'explique un peu comment ça s'est passé. Donc, ça s'est passé de façon assez artisanale, en vérité. J'entends bien les gens qui critiquent le côté un peu rapide, mais il a fallu faire déplacer la mairie et mon vieil ami Bouklia à Marseille, à l'Iméral, un endroit que tu connais. Donc, on a bossé un week-end dans des conditions familiales assez désastreuses, je dois dire, surtout pour notre ami Bouklia qui a perdu sa femme ces jours-là, justement. Et nous avons réfléchi sur des critères qui peuvent être faits rapidement pour pouvoir, disons, développer des maquettes de transition budgétaire sérieuses, bien qu'elles puissent à certains déplaire pour sa dureté.
Voilà. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va prendre la moyenne dans certaines grosses variables, type dépenses, impôts, recettes, la moyenne des pays, disons, qui sont similaires aux nôtres. Et on a évalué le potentiel, le gap par rapport à cette norme-là. Et donc, on l'a décliné sur plusieurs variables. Et on a les tableaux que nous avons d'abord élaborés, qui ont été retouchés de façon assez drastique d'ailleurs par le ministère des Finances, où nous avons montré de façon assez claire que sous certaines hypothèses sur l'impôt, sur disons, le recouvrement de l'impôt sur les biens et services, et sur des coupes assez rapides et assez nettes, je dois dire, sur les frais de fonctionnement, on arrivait quand même à un budget qui tenait parfaitement la route, et on arrivait quasiment à stabiliser le déficit à moins de 4%. Et on l'a vu en 2017, les résultats combinés à d'autres politiques, comme celle de substitution. Tout ça est à concevoir évidemment dans un montage macro beaucoup plus complexe, on est d'accord. Hein. Et ça a fonctionné un peu, ça a donné l'impression qu'il y avait un déclic. Ça a été arrêté pour une raison que je ne veux même pas. Disons que. Enfin, ça a été arrêté probablement parce que le bloc, on va dire le bloc social, voilà, on va faire de la sociologie politique dominant, n'était pas d'accord pour prendre le risque d'une rupture de la façon de fonctionner, de la façon de redistribuer la rente et de la façon de faire fonctionner, on va dire, la reproduction du système. Il y avait une prise de risque avec le cadrage triennal, c'était un peu ce que le gouvernement Hamrouche a fait en 90, 92, 91, mais sans que ça soit porté politiquement. C'est ça. Donc je pense que là, le Premier ministre l'a bien porté, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc il y a eu ce qu'il y a eu. Mais bon, ce que je veux dire, au-delà de tout ça, peut-être qu'on laissera les aspects politiques à l'économie après. Hein. Tu sais combien de choses j'ai écrit sur ce thème. Le thème de la redistribution pour pérenniser les systèmes politico-économiques. Mais il me semblait aussi que la proximité de la date des présidentielles a joué son rôle. Et du coup, quand je vois finalement les objections qu'on a eues par des gens un peu plus sérieux de la Banque d'Algérie sur la capacité de financer tout ça, et quand je vois comment ça s'est terminé avec des émissions liées de l'ordre de 6 000, enfin, on se dit qu'ils auraient quand même pu financer ça. Très bien. Je te reprends juste, Raouf Boussekine, parce que sur cette phrase-là, ça a sauté, je pense que on n'a pas bien entendu. Les résistances plus sérieuses, on pense tout de suite à la Banque d'Algérie. Et ce que vous, membres de la task force, ne comprenez pas, c'est qu'on vous a refusé de financer, de soutenir ce plan triennal, ce plan de cadrage et le modèle économique qui venait avec, mais qu'après, on a libéré 5500 milliards de 6500 milliers de dinars au titre du financement du Trésor. C'est ça que vous, milliards de dinars. Milliards de dinars. C'est ça que vous n'avez pas compris. J'essaye de vous expliquer que les discussions avec la Banque d'Algérie, avec qui j'ai toujours eu de bons rapports, ont été ce qu'ils ont été. Ils font leur boulot, hein, les banquiers centraux. Je travaille avec l'Axassi, donc je comprends un peu leur façon de faire. Mais tu comprends bien que ce qui a fait la différence, ce n'est pas la Banque d'Algérie, c'est ceux qui décident. Donc, et donc ça s'est fait finalement lorsque comme dirait mon ami Laxassi, quand le paradigme de prépondérance budgétaire a été totalement assumé à partir de septembre 2017, comme tu le sais. Septembre donc, 2017, c'est le gouvernement de l'actuel président qui est arrivé, qui a remplacé celui d'Al-Malik Sellal, oui. Non, je veux dire, non. C'est le changement à la tête de la Banque d'Algérie? Non, je parlais du gouvernement qui a suivi le gouvernement Tebboune.
Ah, non, oui, c'est je celui de parlais Yahya. C'est absolument. celui de Yahya, oui. Je ne Septembre parlais pas du tout 2017, de c'est celui de celui Yahya. qui a fait ce qu'il a pu. Non, 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 non. Ça, c'est certainement pas le. Ce que je veux dire, Alors, c'est que. Oui. ce que le public ne sait pas, on a beaucoup parlé, ne sait pas, peut-être tout le public ne sait pas, on a beaucoup parlé de la recommandation donc, de recourir au financement non conventionnel. Il y a eu un papier à l'époque, déjà avant la réponse de la Banque d'Algérie, c'est un papier que vous avez signé à deux, Nour Mdahi, professeur Mdahi et toi-même, Raouf Bouskine. C'était quoi les indicateurs qui permettaient qu'on pouvait faire du quantitative easing en Algérie et qu'on pouvait soutenir cette transition budgétaire par du financement non conventionnel? Alors, je vais. Voilà, l'histoire est un peu longue, hein, mais je vais vous la faire. Il est absolument évident, on l'a vu après avec le Covid, où même la Banque d'Angleterre finance directement le Trésor. Tu es d'accord? Oui. On a vu de façon évidente que le recours au financement dit non conventionnel, je reviendrai sur la terminologie non conventionnelle qui est absolument désuète, le recours à ce type de financement n'a rien de, comment dire, de haram, pour dire les choses de façon un peu provocatrice. C'est un instrument de financement comme un autre. Il est certain qu'il fallait être Ben Bernanke pour le lancer. Ce n'est pas moi qui l'ai lancé aux États-Unis. Alors il y a eu l'argument, oui, mais le non conventionnel, ça marche dans les pays développés. C'est une idiotie totale parce que vous imaginez bien que quand Ben Bernanke a pris ce chemin-là, il allait dans l'inconnu. D'ailleurs, si vous lisez un peu la sociologie de gens dans la Federal Reserve Bank, ou toutes les Federal Reserve Banks, c'était très dérangé parce qu'il n'y avait plus de théorie d'inflation derrière. Donc ça me faisait bien rire quand les experts de chez nous disaient « Ah oui, mais ça va faire 3 chiffres ». Mais personne ne le savait, et surtout pas dans une économie aussi simplifiée que la nôtre, qui n'a rien de complexe en vérité, je suis bien d'accord. Oui. Il suffit de regarder où l'argent est passé pour comprendre que ça n'allait pas faire de l'inflation. Ça avait destruction, si tu me passes l'expression. Donc c'était un discours qui m'a stupéfié. Et donc j'invite ceux qui parlent de politique monétaire à regarder un peu où est la frontière de la recherche. Et quand je dis regarder, il ne faut pas regarder mon doigt, hein, il faut lire. Et là, vous allez vous rendre compte que les choses ont beaucoup changé. Alors, je comprends qu'un type comme Laksasi, qui vient d'une sociologie différente, celle des central bankers, puisse disons, être reluctant, comme on dit en anglais, à ça, mais c'est des pratiques tout à fait importantes qui sont d'ailleurs problématiques. Reluctant, Mohamed Laksasi, il a évoqué notamment dans un papier qui est cité par un autre papier un peu plus tard de la Banque d'Algérie, il a évoqué le fait que le Conseil de la monnaie du crédit, la Banque d'Algérie, n'avait pas encore recouru à tous les instruments conventionnels, notamment voilà, les 3 ou 4 instruments qui permettent de récupérer, d'étendre les liquidités, le marché monétaire, sans avoir à financer de manière monétaire le Trésor. Mais cher Hussein, tu sais bien, tu sais bien quel est le conventionnel. En 2019, c'est de refinancer n'importe comment. C'est-à-dire de refinancer des titres des bons au Trésor, etc. Moi, je préfère le financement direct, hein, le financement monétaire direct au Trésor. Donc, si tu veux, on est en pleine hypocrisie là. Donc, on a bien vu que le passage du taux de réserve obligatoire à 2% ne réglait rien. On a bien vu que l'open market de Luca ne réglait rien. On a bien vu que les taux de change à terme ne réglaient pas du tout, ne prévenaient pas du tout au sens anglais du terme la dévaluation, parce que ce n'est pas en mettant des taux de change à terme que tu vas régler le problème du déficit à l'époque abyssal de la balance de paiement. Donc tout ça, là. Donc, il faut regarder les choses en face. Si les économies les plus évoluées ont dû faire face, ont dû utiliser ces méthodes-là, c'est qu'il n'y a pas d'autre moyen. Les déficits sont abyssaux, il fallait faire quelque chose de radical.
Et ceci dit, Ihsan, tu me l'accorderas, on a été très précis sur le dispositif. 1600 milliards, 1600 milliards de dinars. Pourquoi 1600 et pas Absolument. plus et pas moins? On a été très précis et tu sais comment. Alors moi, j'ai été partisan de fixer la masse de billets imprimés, si tu veux, pour rester clair, en fonction des besoins du nouveau modèle de croissance, c'est-à-dire en regardant combien les investisseurs privés auraient besoin pour faire monter le taux d'investissement privé en 2030, dans les chiffres que nous avions, que l'affaire Bouclier avait produit, on était à un niveau de 57,7% de l'investissement total en 2030 par les privés. Donc moi, notre obsession, l'investissement privé, c'était les entreprises, si tu veux, mais on a été ramené finalement à réfléchir comme tout le monde, c'est-à-dire à l'époque, c'est-à-dire à regarder encore une fois ces satanées réserves de change qu'il ne fallait pas qu'elles descendent au-dessous d'un certain seuil, ce qui est typiquement un critère d'économie rentière. Le seuil, c'était 100 milliards de dollars. Disons qu'on a reçu de demande là-dessus, mais tu verras, après ils vont dire 50 milliards, 40 milliards, c'est pas ça. Et pour moi, ça ne peut pas, on peut pas raisonner comme ça, avec des critères comme ça. On ne peut pas toucher le taux de change, on ne peut pas toucher les réserves, mais on fait quoi alors? Il n'y a pas autre chose. Hein. Alors, l'une des réserves donc, dans cette réponse de la Banque d'Algérie à votre papier, c'était de dire que l'appétence pour l'investissement privé n'était pas encore là. En fait, il y avait une anticipation, mais que donc cet argent risquait d'être inflationniste parce qu'il allait partir, non pas pour financer de l'investissement, mais probablement au niveau du trésor public, pour financer des salaires qui ne vont pas rencontrer encore une offre sur le marché. Écoute, l'argument est recevable. Mais ce qui est important à signaler, c'est que nous avons mis des paramètres très précis pour le financement. Et si on devait aller par ce chemin-là, si vous voulez, on aurait pu flécher les choses, faire un contrôle plus sérieux. Mais après, tu sais bien ce qui s'est passé. À l'automne 2017, il y avait une autre logique qui est totalement politique économique. Arrive, nous avons en face, on est en avril 2017, je te signale, hein, on a en face un gouvernement, celui d'Ahmed Sellel, qui fait les choses convenablement, dans la mesure où il fait de la substitution des importations et il fait un cadrage budgétaire très clair dont tu as parlé. Il nous a semblé évident que, étant donné le problème que tu connais, qui est celui de l'assèchement des liquidités au début de l'année 2017, à la fin 2017, à 820 milliards, il nous fallait trouver des solutions. Et ces solutions-là, les plus normales, étaient comme ça. Avec les avertissements, nous avons écarté le risque inflationniste. Les faits nous ont donné raison. C'était une idiotie de dire qu'il y allait avoir une inflation à 2 chiffres. On a vu le résultat. On discute de l'inflation actuelle et tu vas vite comprendre qu'elle n'est pas du tout due avec un délai à l'impulsion monétaire même de 6500 par ailleurs, qui a été détruite en vérité dès 2020. Ce qu'on a vraiment essayé de faire, c'est ça, hein, c'est d'accompagner le mouvement. Alors, si... Oui. À la Ouf-Bouskin, professeur, tout le monde est d'accord pour dire qu'effectivement, vous avez eu raison, puisque sur les 2-3 années qui ont succédé à cette, on va dire, au recours à la planche à billets pendant l'année de janvier 2018 de l'automne 2017 à janvier 2019, ça n'a pas provoqué un effet inflationniste particulier. Mais aujourd'hui, il y a un débat en Algérie qui dit que la remontée de l'inflation de ces derniers mois, perceptible, pas encore traduite réellement, concrètement, dans les études de l'ONS, on est toujours en dessous des 6%, mais tout le monde se pose des questions sur voilà, la façon les indicateurs et les pondérations de l'ONS. Aujourd'hui, on est dans un contexte plutôt inflationniste et il se dit que c'est les effets différés de cette production de monnaie qui se libèrent aujourd'hui. Bon, ça résiste pas une seconde à
à l'épreuve des statistiques et des trucs comme ça. C'est encore une idiotie. Parce que si tu regardes même la quantité de monnaie qui a été produite, que nous ne sommes pas d'accord pour les similarités pour le tiers, hein, pour des raisons très précises. Si tu regardes où sont partis les 6500, tu comprends très bien qu'une partie n'est pas du tout inflationniste. Et par ailleurs, si tu regardes, si tu dis que c'est la monnaie si tu dis que l'inflation est d'origine monétaire, et tu regardes simplement le taux de croissance des agrégats monétaires. Et je peux te dire que l'agrégat M2 a enregistré une décroissance à la fin 2019 et que ça s'est continué en 2020. On est bien d'accord, Hersen? Oui, ça, oui. c'est un fait Notamment à avéré. cause de la destruction des réserves de change. Ah, tu as tout dit. C'est-à-dire qu'entre 2010 et 2019, il y a 46% de moins. Et donc ça et entre nous, la dette de son Elgage, tu crois qu'elle est inflationniste? C'est de la destruction aussi. Alors, il y a donc, j'écarte tout de suite ça ne tient pas debout. Hein. Donc, tu sais très bien, l'inflation vient évidemment du Covid principalement, et elle est mondiale. Et donc, naturellement, on pourra peut-être revenir là-dessus. Non, on peut en parler tout de suite. Avec plaisir. C'est un sujet qui intéresse les Algériens tous les matins. D'accord. Et donc, on peut discuter. Je travaille là-dessus. Comme je t'ai dit, je travaille sur les pandémies depuis 15 ans. Donc, j'ai même développé. Enfin, bref, je ne parle pas de moi, je regarde juste les faits ici. C'est simplement un phénomène qui est purement, disons en grande partie, alimenté par deux choses. L'inflation importée, tout simplement, parce que, comme tu sais, les matières premières, produits alimentaires, ont eu une croissance terrible avec ce qui s'est passé Covid, hein, de tout ce qui est transport, cost of packaging, des choses comme ça. Ça a explosé, hein, donc ça fait d'une augmentation. La FAO mentionne dans son dernier bulletin qu'il y a une augmentation de plus de 30% des produits alimentaires 2021-2020. Alors, on a beau réduire les importations, ça rentre quand même. L'autre truc qui est l'autre canal c'est l'inflation par la demande. Je vous rappelle que le gouvernement algérien, à juste titre, je l'applaudis, a baissé les impôts et a augmenté le salaire minimum. Donc ça fait quand même, pour soutenir la vie des gens qui devient très difficile. Ça, je l'applaudis. Mais c'est inflationniste. Alors, j'exclus que le risque, que le taux de change ait joué un rôle très important, puisque je tiens ces statistiques de mon ami Meddahi qui a fait des calculs là-dessus. L'essentiel de la dévaluation a eu lieu à l'époque l'Axafi. Là, si tu regardes en variation mensuelle le taux de dépréciation, entre décembre 2020 et novembre 2021, c'est l'ordre de 4,36. Il faut pas non plus. Je parle évidemment de la parité dollar-dinar qui est la plus importante pour nous. Donc, j'en conclus qu'il faut regarder les chiffres et que c'est important aussi de tenir compte de d'autres sources comme tu le sais, les distorsions de marché, etc. Et distorsions de marché, justement. Je voulais que tu en dises un mot, Raouf Bouskine. Nous, dans le Café des experts économiques, on ajoute au facteur d'inflation la désorganisation des systèmes de production, des filières, et le fait qu'il y a beaucoup de... L'offre n'est plus à la demande. On a parlé d'une inflation n'est plus à la rencontre de la demande. Et de ce point de vue-là, on est très loin de ce taux d'investissement de 57,5% à l'horizon 2030. Je ne te le fais pas dire, merci. Je ne te le fais pas dire, c'est malheureux. Et tu as raison, il y a eu des décisions sur le prix de la pomme de terre, par exemple, qui est devenu exorbitant. Il y a eu des décisions apparemment de production, de changement de production pour faire de l'exportation. Je tiens à dire un mot sur les politiques de contrainte, de rationnement des importations. Ça je le comprends très bien. Ça a été fait à l'époque Sellel de façon réussie. Etc. Maintenant, on est en train de faire des choses 2 pas en avant, 3 pas en arrière, etc., etc.
je tiens quand même à ce que, excuse-moi, Hassan, de faire ce point qui a l'air trivial, mais pour la santé de nos concitoyens, il faut que les gens mangent bien. Il faut qu'ils mangent un minimum. Et donc, il faut qu'ils mangent de la viande, par exemple, de façon régulière. Et si ça coûte en réserve de change, on s'en fout. Parce que ce qui est important, c'est la santé. Et donc là, c'est très important. Là, je parle du point de vue du endémique. Alors, par exemple, je te donne un exemple pour que tu te rendes compte à quel point ce point est important pour moi. Je co-dirige un numéro spécial d'une revue qui s'appelle Food Policy, qui est la revue majeure dans le domaine, où on s'interroge sur les politiques agricoles et nutritionnelles optimales en Afrique. Je peux te dire que j'ai des articles soumis par des gens de Stanford qui te disent pour que la ration alimentaire d'un écolier du Malawi soit optimale, il faut telle quantité de minéraux, telle quantité. C'est pas une question de bouffe aussi, c'est une question d'équilibre nutritionnel. Il faut qu'il y ait aussi une transition nutritionnelle chez nous. Ça a l'air con comme ça, mais s'il n'y a pas de transition nutritionnelle, nous allons avoir des générations de gens mal nourris. Et qui dit mal nourris, dit des gens qui ne vont pas être productifs nulle part, qui n'auront même pas les capacités cognitives. Quand tu regardes la croissance sur longue période, tu vas te rendre compte que les gens grandissent avec les siècles. Pourquoi? Parce qu'ils ont bouffé de mieux en mieux, etc. Alors, c'est assez trivial ce que je dis, mais je le dis parce que c'est important à mes yeux. Mais on n'a pas le sentiment que c'est de ce côté-là que le gouvernement veut faire des économies. Hein. Ah, ben écoute, ce que j'entends ce que je lis, c'est que beaucoup de gens ont beaucoup de difficultés pour se nourrir. Ça me paraît évident. Et je te dis, il faut arriver à des études sérieuses sur la transition nutritionnelle, parce que ça fait partie du capital humain, tout simplement. Alors, on va peut-être rester encore une seconde sur ce fléau de l'inflation. Il y a peut-être déjà des anticipations en Algérie sur le fait que on est au début d'un cycle, que ça va s'accélérer. On a connu les 26% de 1993, 94 dans ces eaux-là, après le plan d'ajustement avec le FMI. Et donc, c'est quoi la perspective de ce côté-là? Est-ce qu'il risque, à cause notamment de la poursuite de la pandémie, que le vaccin a contenu mais qu'il n'a pas totalement jugulé? D'ailleurs, le taux de vaccination en Algérie reste particulièrement faible. Est-ce qu'on n'est pas quand même, on ne doit pas quand même rester vigilant parce que c'est peut-être le plus grand danger qui risque de télescoper les politiques publiques, l'inflation? Je ne peux pas écarter comme ça ce risque. C'est-à-dire que le problème chez nous, je l'écarte tout à fait pour d'autres pays. En Algérie, il y a la conjonction de trois chocs. Le choc économique est toujours underway, le choc politique, qui n'est pas encore fini, et le choc pandémique, enfin, le choc épidémique. Alors, le choc épidémique est probablement de nature transitoire. C'est-à-dire que il n'empêche que dans un pays comme le nôtre, ne serait-ce que pour l'impact distributionnel que ça peut avoir, il faut en tenir compte. Notre pays est un pays assez spécial, où il n'y a pas de convertibilité, où les mouvements de capitaux sont contrôlés. Donc, le risque le plus gros qui peut se produire, c'est que, à cause des problèmes qu'il y a dans les pays les plus riches, il y ait un retour soudain à des politiques, disons, monétaires extrêmement dures. Rappelle-toi une remontée des taux Absolument, absolument. Mais nous, on est oui, et donc des pays émergents qui seraient donc ouverts, ils pourraient se retrouver avec un coup de frein. Et donc c'est pour ça que ces pays, en fait, sont assez malins. Ils sont en train de cumuler des réserves de change. Parce que, évidemment, si les taux d'intérêt remontent parce que les Américains font marche arrière, là, ça risque d'avoir des fuites de capitaux. Dans notre pays, il est très difficile, enfin, ce mécanisme n'existe pas. Mais il faut rester absolument, je suis d'accord qu'on n'est plus dans une période où on peut
se permettre d'injecter 5 000 milliards de dinars. Oui, on pourra plus C'est le pour faire. ça que dans d'autres papiers, dans un autre papier que j'ai développé, dans un autre programme de recherche que j'ai développé avec mon ami Laxal, nous évoquons d'autres scénarios de politique monétaire. J'en arrivais. Merci de m'offrir cette transition. Donc, j'étais très surpris de te voir signer, Raouf, un papier avec Mohamed Laksassi, l'ancien gouverneur de la Banque d'Algérie, que nous saluons au passage, avec un autre co-auteur, M. Touati Kliba. Vous avez signé pour une revue de l'Université catholique de Louvain un papier qui tente, vous allez nous l'expliquer, hein, qui tente de comprendre les mécanismes de développement de la demande monétaire en Algérie et comment elle serait élastique, beaucoup, pas beaucoup, par rapport aux autres paramètres, notamment le taux de change, l'évolution du PIB, l'inflation. Est-ce qu'on peut réellement lire dans le marc d'un point de vue académique pour savoir comment peut évoluer, notamment le comportement des ménages, les anticipations, le fait de substituer par des actifs réels les effets d'inflation. Est-ce que tout cela est réellement mesurable et on peut faire une prédiction sur combien la Banque d'Algérie pourrait se préparer, enfin comment elle pourrait conduire sa politique monétaire précisément? Oui, non, mais je suis un grand ami de Mohamed Laksassi. On vient de la même université, l'Université catholique de Louvain. Je sais que j'étais prof là-bas pendant 15 ans, prof ordinaire là-bas pendant un certain nombre d'années. Donc ça crée, disons, un certain c'est une matrice de gouverneur de Banque d'Algérie, parce que je crois savoir que oui, Abdelrahman Hadj Nasser est sorti aussi de cette université. Absolument. Donc, ça crée un compagnonnage et aussi le même dévouement pour le bien public dans notre pays. Donc, moi, je n'ai pas fort pour ça. Et donc, non, c'est une étude qui vient d'être publiée dans Economic Asymmetries. Donc, c'est avec des références externes, etc. C'est une revue Elsevier, c'est pas une revue de l'université. Donc, l'idée, c'est de dire, nous manquons d'études sérieuses sur la demande de monnaie en Algérie. Après, j'explique pourquoi c'est important de savoir comment la demande de monnaie fonctionne. C'est très important, hein, au lieu de parler de risque inflationniste ou je ne sais pas quoi, il faut faire des études. Et donc, on l'a fait, on a regardé dans la littérature. Figure-toi qu'il y a très peu d'études sur l'Algérie, publiées dans des revues internationales, très très peu. Il y a notamment une étude de 2006, je crois, ou un peu plus tard, qui englobe 14 pays de la zone MENA, mais pas l'Algérie. L'Algérie, là, on exclut, ou là, il t'étudie comme ça à la va-vite sur des périodes de temps courtes, où il chauffe, si tu veux, un agrégat ou la zouch. Là, ce qu'on a fait, c'est on a regardé, on a pris les données, ça c'est Mohamed qui a pu les avoir, sur 40 ans. 1979-2019, c'est pas mal, franchement. Et donc, ce qu'on a regardé, c'est un aspect fondamental pour pouvoir bien choisir la politique monétaire, c'est est-ce que la dot de monnaie des différents agrégats est stable à long terme ou pas? Je dis bien à long terme. C'est-à-dire, est-ce que tu peux baser la politique économique sur ces agrégats? C'est une question assez vieille et à la fois nouvelle, parce que comme tu le sais peut-être, les politiques monétaires basées sur les agrégats, sur des targets de croissance d'agrégats monétaires ont été abandonnées à une époque où les taux d'intérêt sont très bas, à une époque où le taux d'intérêt fonctionnait beaucoup mieux, en faveur de ce qu'on appelle les règles de Taylor, qui sont des règles de taux d'intérêt. Maintenant, les taux d'intérêt sont au niveau plancher, elles sont remises à l'honneur. Donc, on a étudié la stabilité monétaire des demandes, la stabilité à long terme des demandes de cash, qui n'a jamais été fait. C'est important pour nous, le cash, tu sais, pour l'informel, hein, de M1, qui est, disons, les actifs, les dépôts, et de M2. Alors, la plupart des gens, ils regardent M2. Nous, on a regardé M1 et le cash. Et donc, on s'est rendu compte de deux choses. C'est que le cash, c'est très instable chez nous. Donc, ça crée un vrai problème à régler depuis le temps qu'on en parle. Et par contre, les deux sont stables. Je te laisse parler. Juste une parenthèse, j'ai peur d'oublier de poser la question, ça peut arriver. Le cash, c'est très instable. Est-ce que c'est une erreur de prévision qui a provoqué le fait qu'il n'y avait justement pas de cash au début de la pandémie, pendant toute l'année 2020?
en Algérie. Ça a provoqué une crise de liquidité affreuse. Et tu sais bien que la fraction cash sur M2 est assez stable ces dernières années, de 35%, c'est très très élevé. Et avec les comportements liés transactionnels ou spéculatifs liés à l'économie informelle, c'est une variable qui est extrêmement difficile à cerner. Alors évidemment, il y a des aspects organisationnels, on va dire, qui peuvent produire ce genre de pénurie, mais le fait est que c'est l'instrument de base de l'économie informelle, comme tu le sais. Et là, c'est un vrai problème. Il faut démonétiser efficacement. Ça ne fonctionne pas depuis qu'on a mis en place les paiements alternatifs en 2006. Ça ne fonctionne pas. Et donc, il faut bien passer une mesure, je pense. D'une façon ou d'une autre. Je ne dis pas qu'il faut retirer les billets ou le fiduciaire en circulation, on ne va pas faire comme l'Inde, mais il faut penser à quelque chose de graduel et qui fonctionne. Ça, c'est notre première... la deuxième, et c'est là la nouveauté, si tu permets, Yassine, c'est qu'au lieu de parler de refinancement à l'infini, en tournant autour du pot et en refinançant toujours la même chose, nous proposons de privilégier puisque les demandes de monnaie sont stables, pour M1 et M2, notamment M1, nous demandons de privilégier ce qu'on appelle le canal crédit, qui est encore une invention de Bernanke, et qui consiste finalement à transformer la Banque d'Algérie en vrai prêteur de dernier ressort avec des guichets pour les entrepreneurs. Parce qu'il y a un problème de rationnement de crédit. Je te signale que la quantité de crédit, le volume de crédit ou la croissance de crédit est passée en dessous de 10% entre 2010 et 2019, à 10%. Elle était de 26-27% en 2010. Il n'y a pas de possibilité de sortir de la crise algérienne, économique algérienne, s'il n'y a pas de croissance. Il y a un début de croissance. Tu peux faire des rustines, tu essaies d'expliquer que tout tourne bien parce que je refinance, etc. Mais si l'argent ne va pas aux entrepreneurs, notamment aux PME privées, il faut créer des guichets en devises pour que les réserves de change servent à quelque chose, pour importer du high-tech pour ces entreprises, pour marcher sur leurs deux pieds, je veux dire, et aussi au niveau domestique. C'est une méthode qui fonctionne et qui a son plein sens dans une optique où l'on gère en même temps que le cadre budgétaire et le financement, la croissance. Il ne faut pas oublier que la croissance est importante. On va arriver à la croissance, mais qu'est-ce qui, dans cette étude, donc dans ce papier, vous permet, sur la base de l'analyse d'évolution de la masse monétaire, M1 en particulier, d'arriver à cette conclusion? C'est le fait de vous rendre compte que finalement elle est relativement stable et elle réagit peu aux variables Elle est très corrélée avec le crédit et donc ça permet d'estimer les besoins de crédit, si tu veux. Et donc préparer à la phase d'ouvrir des guichets. Je ne vois pas comment on peut, avec la crise actuelle, avec les différentes rustines qui sont utilisées par la Banque d'Algérie, je ne vois pas comment avoir en croissance, excuse-moi. Parce que tu vas me dire, il y aura des réformes structurelles, mais entre-temps, on fait quoi? Il y a plein d'entreprises qui sont en mesure d'innover, qui ont besoin de ce type de guichet. Oui. Alors, pour faire du crédit, métier traditionnel des banques commerciales, on doit collecter de l'épargne, un peu quand même. C'est le gros problème de l'informel. Est-ce que, en ce moment, le Conseil national économique et social, le CNES, fait des auditions sur cette question de la collecte de l'épargne et de l'intégration de l'informel. Alors, évidemment, cette approche de l'évolution de la masse monétaire et des politiques monétaires... Écoute, Hassan, tu sais très bien. Oui, non, mais je t'interromps parce que bien sûr, tu as raison. On a écrit combien de notes là-dessus depuis 2017? Des dizaines. On a expliqué des tas de comment faire de l'épargne, comment financer le logement, comment financer certaines infrastructures. Écoute, à la task force, on s'est bourré la tête avec ça, avec Mtahi, on a pendu. C'est pas la peine que le CNES organise des choses. Il suffit qu'ils lisent nos notes. Elles sont déjà extensives. Écoute, ça fait longtemps qu'on parle de ça. Le marché obligataire, etc. Bon.
écoute, on perd beaucoup de temps, hein, dans le blabla. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Il suffit de On regarder ce qui est dit, écrit. on dit quelque chose, au moins une chose de concrète, le taux rémunérateur des dépôts est toujours négatif par rapport à l'inflation. Oui, Est-ce oui, oui, qu'aujourd'hui, oui, bien sûr. il faut faire en sorte qu'il redevienne positif pour attirer des dépôts et pour enclencher la machine du crédit? Oui, Effectivement, on oui, est oui, choqué de voir que les crédits absolument. ont baissé de 26 à 10% entre 2010 et 2019. C'est choquant. Exactement. Absolument. C'est choquant et c'est la réalité du pays. Non, mais bien sûr, donc ça, c'est le genre de truc qu'on a mis en avant avec Mutahi. C'est curieux que les gens ne parlent pas de taux d'intérêt réel négatif, des choses comme ça. Donc on a dit, et en plus on nous a reproché dans la réponse de, je ne dis pas la Banque d'Algérie, que je respecte beaucoup, mais dans la réponse de l'ancien gouverneur à notre note sur le financement, il y avait, oui, il demande l'augmentation du taux d'intérêt. Enfin, non, pas du tout. On demande que le taux d'intérêt passe pour que soit réévalué pour les épargnants. Parce que sinon, ça ne marchera jamais. Et surtout qu'il y a des problèmes de crédibilité politique. Oui. Il y a même cette lecture qui nous a fait perdre beaucoup de temps, selon laquelle les Algériens ne déposaient pas leur argent à la banque juste pour des raisons religieuses. Et on a beaucoup insisté sur les produits islamiques, mais ça ne marche pas. En fait, non. Les Algériens Ah sont comme oui. tout le reste du monde. Ils veulent que leur épargne soit protégée, et si elle est reniée par l'inflation, ça ne marche pas. Et Ah, tu veux que je te dise, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'il soit rationnel. oui, oui, mais ils le sont, il y a aucune raison. Et ils vont faire de la substitution avec des anticipations en achetant du real estate ou autre chose. Alors, évidemment, on est un peu dans une impasse aujourd'hui. Une question sur... On s'attendait à ce que la loi de finances de 2022 soit beaucoup plus agressive en termes de relance économique, parce qu'on a quand même été dans le trou au fond du trou en 2020 et en 2021, il faut bien le dire, en termes d'activité, même s'il y a eu un petit rebond. Tu vis dans la zone OCDE où il y a de grands projets, de grandes politiques de relance dès la fin de la première année du Covid. Comment expliquer qu'on reste aussi prudent? On n'a pas les moyens de financement, mais en même temps, la Banque d'Algérie se targue d'avoir asséché 3500 milliards de dinars, des 6500 qui avaient servi à financer le Trésor. Donc il y a encore une profondeur de possibilités de financement qui devrait pouvoir soutenir une politique de croissance plus audacieuse. Ce n'est pas le cas. Absolument. Ah non, mais c'est ça, Hassan, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur euh, l'aspect de la croissance, des politiques de... Il n'y en a pas. Il n'y en a pas et je ne sais pas comment ça va finir tout ça. Parce que si on continue comme ça à gérer le quotidien, il faut regarder devant soi. Et dans ce cas, il faut une politique en même temps qu'une politique budgétaire de court terme, en même temps qu'une politique monétaire de stabilisation des prix. Je suis d'accord, c'est que des prix très élevés pour les pauvres. Il faut tout ça et ça n'existe pas. Alors on attend, on a fait beaucoup de propositions, comme tu le sais. La politique de guichet. Raouf Boussikin, on sent une pointe de lassitude. Beaucoup de propositions, ça ne suit pas. C'est vrai qu'il y a un moment qu'on n'a pas lu un papier sur l'Algérie, en dehors de cette étude dont on vient de parler, et que j'ai eu le plaisir de découvrir à l'occasion de la préparation de cet entretien. Mais sur les politiques publiques, comme d'habitude, avec notamment Norm Dahi, il n'y en a pas eu ces derniers temps. Non, parce que on finit par se poser la question de l'utilité de ce qu'on fait. Donc, tu vois, c'est toujours les mêmes arguments qui sortent. On a beau expliquer qu'on ne peut pas juste faire un document comptable qui s'appelle la loi. C'est un document comptable, c'est pas une projection intellectuelle qui enthousiasmante, tu es d'accord, hein? Donc, il faut intéresser les plus jeunes, il faut faire des choses un peu plus passionnantes qui permettent aux jeunes talents que nous avons là-bas de s'exprimer plus pleinement. Ça vient avec un supplément de liberté, avec un supplément aussi de moyens, de financement, d'où le canal crédit et tout ce genre de choses. Donc, peut-être, je ne sais pas si je dois conclure là. Les jeunes talents qui sont ici, malheureusement, enfin, on est en face
d'un mouvement d'exil, il faut l'appeler comme ça. On parle beaucoup des haragas qui traversent par la mer, mais les élites bien formées prennent un visa et souvent ne reviennent pas. C'est extrêmement préoccupant. Ce qui m'amène, c'était corrélé à la question de la liberté. Et il y a eu cette intervention en juin 2017, donc devant la Société d'économétrie à Bouzaria, en présence d'un prix Nobel, Jean Tirole, et d'autres grandes figures de l'économie et de l'économétrie. Une présentation, un papier que tu nous avais présenté et qui parle de deux grandes options ou des pistes qu'on peut modéliser dans une transition économique. Le passage d'un régime autoritaire à un régime démocratique, mais qui ne serait pas complètement démocratique parce que, on va dire, les mécanismes de l'ancien bloc dominant ne sont pas complètement dilués dans la démocratie et que la domination se poursuit pour les élites, entre guillemets, selon d'autres règles. En Algérie, ce serait essentiellement la redistribution de la rente. Où est-ce qu'on se situe aujourd'hui? On n'a pas connu une transition à la tunisienne. Avec ce que ça implique au niveau économique et l'émergence de nouveaux acteurs éventuellement, etc. On n'a pas connu une évolution à l'égyptienne avec un régime autoritaire qui se renouvelle de manière brutale et qui propose un nouveau modèle économique encore plus agressif, ajustement FMI, ouverture, hyper-attractivité du capital étranger. On est dans un entre-deux, c'est modélisable, ça rentre dans la théorie économique, on a le modèle de référence Acemoglu-Robinson. Est-ce que c'est compréhensible ce qui se passe et est-ce que c'est théorisable? C'est absolument théorisable. Alors tu te rappelles qu'en 2017, j'avais parlé disons d'une certaine de malédiction des ressources, l'utilisation excessive de la redistribution pour se maintenir au pouvoir, des choses comme ça. Alors qui a été publié dans l'European Economic Review. Alors j'ai continué, j'ai beaucoup travaillé là-dessus et donc je répondrai à ta question à la fin. Donc il y a un papier que j'ai publié récemment qui s'appelle Stochastic Petropolitics, le titre est déjà, et qui lit de façon explicite et qui introduit l'aspect de la volatilité des revenus pétroliers dans la prise de décision politique et l'équilibre politico-économique d'un pays, où l'on montre en particulier qu'une grande volatilité des ressources induit une baisse des politiques de libéralisation, figure-toi. Donc, on est dans ce genre de... Donc, tu peux le lire, c'est aussi European Economic Review 2021. Par ailleurs, ce qui se passe en Algérie ressemblerait plutôt à quelque chose que Henry Hale, Henry comme Henry et Hale, c'est H-A-L-E, donc ta fille qui est intéressée par ce genre de choses pourrait peut-être lire Henry Hale, et donc je suis en train de rédiger, j'ai fini un article sur le néopatrimonialisme arabe, et je suis en train de finaliser un autre article sur ce que j'appelle le patronalisme à la Henry Hale, où l'on peut expliquer certaines choses et théoriser avec des maths et des études empiriques. Alors, le patronalisme, c'est quoi? C'est des changements sur... Oui, pardon. Tu définis patronalisme et je te pose une question. Oui, patronalisme, c'est... Le patronalisme, c'est de dire que l'évolution vers la démocratie, la transition démocratique peut être extrêmement non monotone, contrairement aux histoires un peu naïves de Acemoglu et Robinson, et qu'on serait plutôt vers une évolution cyclique où des élites remplacent d'autres élites et le système reste le même. Voilà, je ne peux pas être plus clair. Oui, alors ça me permet de faire ce parallèle de manière un peu plus triviale. Les modèles, on va dire quand il y a un accord dominant autour de Ben Ali en Tunisie, autour de Moubarak en Égypte, autour de Bouteflika en Algérie, qui fonctionne, qui génère sa rationalité économique avec des oligarques qui vont être un peu, entre guillemets, les champions artificiels de la période parce qu'ils ont une passerelle vers le politique, ils sont protégés, etc. Quand ce modèle... on va dire se tétanise parce que le cercle
de la concurrence n'est pas suffisamment large parce qu'il n'y a pas de nouveaux entrants, de nouveaux challengers. Ça va tirer l'économie vers le bas. Tous les nouveaux marchés, toutes les nouvelles possibilités de croissance vont être préemptées par le cercle proche du régime autoritaire forcément dans ce cas-là. On a pu expliquer jusqu'à maintenant que les révolutions venaient du fait que ce modèle cessait d'être efficient économiquement et donc il allait faire plus de mécontents que d'intégrer des clientèles, des réseaux clientélistes. C'est l'explication qui a fonctionné jusqu'à maintenant. Mais dans la transition, en principe, on devrait pouvoir remplacer ce système par une autre efficience et c'est ce qui n'arrive pas en Algérie. On a le sentiment en Algérie que tout ce qui a pu fonctionner de manière très imparfaite autour de Bouteflika, les oligarques plus ou moins corrompus, ça c'est la justice qui le dit, pour la plupart ils le sont, corrompus ou corrupteurs, surtout corrupteurs. Ça, c'est un modèle qu'on a mis au placard, il est même en prison, mais on n'a pas le sentiment que notre modèle est en train de se mettre en place. Tout est à l'arrêt. Et cette transition-là, elle dure beaucoup plus longtemps. Il n'y a pas de nouvel accord politique, de nouveau consensus qui permet l'émergence d'une nouvelle rationalité du business. Absolument. Non, mais là, c'est exactement ce que raconte notre ami Henry Hale, qui applique sa théorie, figure-toi, à la Russie post-soviétique. En vérité, ce qui se passe, c'est que lorsque le pouvoir est morcelé entre plusieurs groupes, je ne peux pas être beaucoup plus clair, et lorsqu'il y a un pouvoir économique ou des élites, comme on appelle des insider elites, ça peut être des oligarques ou d'autres, il peut y avoir des renversements d'alliances en cours du temps qui produisent une configuration, disons, politique qui semble différente, mais en vérité, il n'y a pas de changement. C'est ce que j'étais en train de t'expliquer, Yassine. Donc, ce que tu racontes est totalement cohérent avec ce que je t'ai dit auparavant, c'est-à-dire les ravages du patronalisme, qui ne va pas... Attention, les élites ne sont pas, comment te dire, les élites qui sont chez nous ou ailleurs, quand je dis des élites, tu comprends, c'est au sens théorique du terme, ne sont pas irrationnelles. Elles poursuivent un but précis et elles sont capables de mutation. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Nous aussi, nous allons nous arrêter là. La connexion a commencé à se détériorer. On a raté quelques mots, à quelques endroits, mais j'ai bien veillé à ce que, en te relançant parfois, Raouf, pour que tu précises ta pensée, à ce que l'essentiel de ce que tu voulais dire soit bien audible. Mais, ça a été un plaisir de discuter, comme d'habitude, Sirsan. Est-ce qu'il y a une chance de te revoir bientôt à Alger? De toute façon, je suis toujours conseiller scientifique du CREAD. J'essaie de les aider autant que je peux. Alors, mais je suis occupé par mon institut que je suis en train de créer à Rennes, il y a Center for Frame Thinking. By the way, j'ai fait recruter Reb Harizqi, qui sera mon co-directeur, qui vient de démissionner de la vice-présidence de la Banque africaine de développement. Donc, tu vois, il y aura un pôle algérien en Bretagne. Excellent. Merci, encore une fois, merci beaucoup, Raouf, de nous avoir éclairé sur l'évolution de la conjoncture et sur les grands enjeux d'économie, notamment partant de pandémie. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à nos amis auditeurs de nous suivre. Vous pouvez continuez de nous suivre sur les différentes plateformes d'information de Radio 1 et de Maghreb Émergent et sur le streaming audio. Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance.